Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite critique à chaud d'un film qui m'a beaucoup marqué, que j'ai vu il y a quelques temps, qui s'appelle L'Emprise, sorti en 1982, ou pour son titre anglais étant The Entity, réalisé par Sidney J. Furie. The Entity, ou L'Emprise donc en français, raconte l'histoire de Carla Moran, une femme de famille qui un jour va, en rentrant de ses cours, va se faire agresser brutalement dans son lit, au sein de sa maison, par une entité donc complètement invisible. Alors qu'elle croit que quelqu'un, un homme, l'a brutalement agressée, mais elle ne le trouve pas dans la maison. Pourtant, elle demande à son fils de le trouver, mais il n'y a personne. Ce film m'a beaucoup marqué, d'une part par la thématique de la brutalité. Sidney J. Furie, par sa mise en scène, rend compte de cette thématique, de la brutalité du viol, autant mentale que physique, et ça on l'exprime très bien dans le film, par la brutalité notamment des coups qui sont infligés à la pauvre Carla Moran. Ça, Sidney J. Furie le fait notamment par les effets spéciaux. Notamment, je me souviens lors d'une scène complètement incroyable, magistrale, complètement horrifique, tellement que je n'ai pas pu dormir le soir où j'ai vu le film. J'ai même dû, pour vous raconter, j'ai même dû le finir un jour plus tard, où on la voit nue, et on voit totalement ses seins sont nus, sont à l'air, et on voit totalement les empreintes en fait de mains de cette entité masculin la presser, ce qui est complètement horrifiant, puisque de toute manière, ce qui horrifie le plus le spectateur, comme on a pu le voir pour Les Dents de la Mer ou pour Freddy, pour prendre que deux exemples pour comparer, dans le genre horrifique, ce qui fait le plus peur, c'est de ne pas voir la menace. Enfin, on reprendra notamment l'idée d'Evil Dead avec la caméra subjective qui n'est pas ici reprise, mais Evil Dead notamment de Raimi, qui est d'ailleurs sorti la même année. On a donc cette caméra subjective qui va venir exprimer les démons du Necronomicon, avec ce montage complètement rapide où à la fin Ash va complètement se faire agresser par cette entité démoniaque. Ici, Sidney J. Furie ne fait pas la même chose pour exprimer du moins la présence et la non-présence, puisque même si cette entité n'est pas tout le temps présente et se manifeste notamment la nuit, elle est présente totalement dans la mise en scène. Mais là, j'extrapole un petit peu. Je mélange un petit peu les pinceaux, voyez-vous, puisqu'il y a tellement de choses à dire sur ce film que je voudrais simplement exprimer ce que j'ai pu ressentir, puisque cette vidéo n'est pas écrite, vu que c'est une critique à chaud. Sidney J. Furie exprime la présence et la non-présence, par évidemment la mise en scène, j'ai dit qu'il va complètement exprimer la présence au niveau des effets spéciaux, la brutalité. C'est-à-dire que, je l'ai raconté, la première agression, on ne voit pas l'entité, mais on la ressent par les coups. Les coups donnés, la musique. Plus tard dans le film, de nouveau avec une autre agression, si je me souviens bien, je l'ai dit, c'est l'agression, elle se fait complètement plus tard. L'entité va complètement lui foutre des claques, lui laisser des marques sur le corps, des suçons partout, notamment dans la scène de la salle de bain. La scène de la salle de bain où elle se fait de nouveau violer. On a bien la mise en scène complète, donc le découpage des corps, un peu à la Hitchcock, mais en mode de psychose, la scène incroyable de la douche, avec ce découpage Hitchcockien, mais qui était beaucoup plus soft, entre guillemets. Ici, c'est vraiment psychose, mais version gore encore plus, entre guillemets, beaucoup plus percutant, beaucoup plus brutal encore, puisque vraiment J.M. Barrie va exprimer le viol littéralement. Les claques, les coups, les suçons, vraiment la déformation corporelle aussi va être complètement exprimée, ce qui est complètement horrible dans la scène notamment où elle se retrouve toute nue et qu'on voit vraiment les os craqueler, les trous se former dans son corps. C'est complètement horrible, ce qui va venir encore plus terrifier le spectateur, parce que là on voit ce que peut faire quelque chose qui n'est pas là, surtout qu'elle ne peut pas se défendre, du moins au début du film.
ce qui fait que ça engendre encore plus ce côté invisible, va complètement engendrer un état d'angoisse, d'anxiété chez le spectateur, avec cette musique complètement, on va dire, une mono-musique, je ne sais pas si le terme existe, mais qui n'a qu'une sonorité, une note, comme à la John Carpenter, dans un autre sens, mais là la musique n'est pas électronique, qui m'est vraiment répétitive et qui s'enclenche comme ça d'un coup, qui peut s'enclencher dans le film comme ça d'un coup, au moment où il s'y attend le moins, et d'ailleurs le film n'a pas beaucoup de screamers, pour un film de 1982, alors qu'actuellement dans le genre horrifique on en a plein, ce qui révèle l'intelligence de cinéaste qui a su exprimer l'histoire, la véritable histoire, parce qu'après j'en reparlerai, Carton nous apprend que c'est une histoire vraie, donc on sait que ce type de dire d'après une histoire vraie est complètement marketing, hein. Les Conjuring en font beaucoup sur ce niveau-là, mais on sait très bien que tout cela est romancé, alors qu'ici on nous dit que c'est vrai, et que ça a été vraiment, il a été vraiment dans la vérité. Et cette brutalité, on la retrouvera tout au long du film, autant dans, je l'ai dit, par rapport au spectre invisible, violent de cet homme qu'elle décrit comme grand et fort, et des autres entités qui la tiennent et qui aident cet homme-là supposé à la violer et à l'agresser. Et une violence évidemment psychologique du côté du psychologue, du psychologue, notamment parapsychologue plus tard aussi, on en reviendra sur la notion notamment de miroir, de troisième œil, d'omniscience un petit peu et de caméra, je dirais externe, extérieure, qui est exprimée par cette notion aussi de pulsion scopique ou de notion d'observation en fait. Autant du côté de cet être-là invisible qu'autant du côté des parapsychologues, puisque je vais spoiler évidemment, hein. Donc si vous voulez pas être spoilé, mais des parapsychologues vers la fin du film à peu près, ou le milieu du film, je ne me rappelle plus exactement, qui vont utiliser aussi cette femme comme un cobaye, qui vont reprendre en fait le statut de voyeur, clairement, hein, à la Peeping Tom, hein, de voyeur du spectre. Mais donc je parlais de la brutalité plutôt physique et la brutalité mentale dans le fait que personne ne la croit. Jusqu'à ce que les gens voient ce qu'elle voit simplement, ce qu'elle ressent, que ça soit son copain, que ça soit ses amis, que ça soit ses enfants qui se font même agresser, le fils notamment. Complètement ces éclairs, où à un moment donné on a vraiment la manifestation avec du verre, etc., ou avec l'hélium à la fin du film. Et personne ne veut véritablement la croire, d'où l'utilisation du terme brutalité au niveau psychologique. Parce qu'elle dit qu'elle est complètement folle, on lui dit d'aller en hôpital psychiatrique, personne ne la croit. Jusqu'à ce que, j'ai dit, hein, jusqu'à ce qu'il ne voit complètement le spectre, ou du moins qu'il ressente sa présence. Et comme je l'ai dit, présence et non-présence, exprimée par la mise en scène notamment, tout au long du film, même quand elle se trouve dans des endroits, on va dire, sûrs, c'est-à-dire l'hôpital, par exemple, les plans vont être débulés, c'est-à-dire en Dutch angle. Sidney J. Ferry utilise beaucoup de Dutch angle. Donc le Dutch angle, c'est un plan... par exemple, un réalisateur qui utilise beaucoup les Dutch angles, c'est Sam Raimi, notamment parce que c'est un de mes réalisateurs préférés et j'aime bien le citer tout le temps. C'est un plan complètement débulé, c'est-à-dire un plan, on va dire, un petit peu tordu, pour utiliser un terme, un adjectif, un plan tordu. Sidney J. Ferry utilise énormément de Dutch angle. Autant quand le spectre est là, que quand il n'est pas là. Le Dutch angle, ça fait un sentiment complètement inverse d'un plan, par exemple, d'un plan normal, c'est-à-dire un plan qui est droit, parce que ça exprime en fait une déformation de la réalité. La réalité devient dangereuse, en somme, se déforme, devient anormale, la réalité devient anormale. Il l'utilise même quand le personnage féminin joué par Barbara Hershey est chez le psychologue. Ce qui énonce un danger amplement, c'est-à-dire que le psychologue en soi est un danger pour elle aussi, est un autre spectre qui ne la croit pas, qui lui veut du mal en somme. Puisqu'il y a ce côté aussi paranoïaque qu'on va énoncer par cette idée. Évidemment, il utilisera les Dutch angle dans des manifestations
du spectre en question. Mais les Dutch Angles sont utilisés très bien, puisque la mise en scène, je l'exprime depuis le début, pour moi est juste magistrale pour un film de cette envergure-là. Et surtout, ce qui m'a beaucoup intéressée, voilà, les Dutch Angles vont complètement renforcer ce côté angoissant au niveau du récit. Ce qui m'a beaucoup aussi impressionné, du moins, comme j'ai dit, c'est la mise en scène, mais c'est surtout la question des miroirs, la question on va dire, des écrans. Parce qu'on sait que les miroirs, en somme, dans le folklore ou dans l'imaginaire, on va dire, collectif, le miroir est une porte vers un autre monde. Dans plein de films, le miroir va exprimer un double. On a notamment Joker, par exemple, la première scène de Joker de Todd Phillips, sortie en 2019. Joker, joué par Joaquin Phoenix, se regarde dans un miroir, sourit. On va exprimer un double, en fait. Ça va exprimer une autre entité, un autre soi. Dans le folklore aussi, on dit souvent la légende, c'est un petit peu... Si on se regarde trop dans le miroir, on va voir son visage se déformer complètement. Donc ça exprime un autre soi, quelqu'un d'un autre monde, une image inversée de nous. Parce qu'on sait que quand on se regarde dans le miroir, dans le miroir, c'est pas notre profil, en fait, comme on l'aurait cru. C'est-à-dire la gauche ou la droite est complètement inversée, voyez-vous. Donc ici on aurait une image inversée, et il y a ce côté aussi, comme je l'ai dit, d'autre monde qui l'observe, parce que ce miroir est pris est considéré dans la mise en scène de Sidney J. Ferry comme un autre, en fait, une entité complète, puisque la majorité du temps le réalisateur va la filmer à travers un miroir, exprimant la question de l'observer, enfin de l'observateur et de l'observer, de la proie et de la victime. C'est pour ça notamment qu'elle va complètement, dans une scène beaucoup plus loin après qu'elle ait eu un orgasme, notamment si je m'en souviens bien du film, casser des miroirs. Parce qu'elle a cette notion d'observer d'autres doubles, quelqu'un l'observe, comme s'il se manifesterait à travers les miroirs. Ce qui est un peu le cas par exemple en somme, on prend le remake de Freddy à la fin, spoiler alert, Freddy à la fin va complètement tuer la mère de Nancy, va l'emmener dans le monde des miroirs, puisque le monde des miroirs est un monde alternatif, on va dire. Et par exemple aussi, le psychologue, qui est tombé amoureux d'elle, va être filmé aussi à travers un miroir. Donc à même titre qu'il est cette entité autre qui existe cette fois-ci, qui est bien présente, physiquement qu'on le voit, qui est aussi dangereuse en fait. Parce que le miroir, comme je l'ai exprimé, devient une entité diabolique. Donc briser le miroir, c'est briser un petit peu cette entité, la tuer complètement, et je trouvais ça très très intéressant parce que c'est un leitmotiv tout au long du film. Cette notion, je l'ai dit, d'une part on récapitule ce que j'ai dit sur la brutalité autant physique que psychologique, donc les répercussions physiques sur le corps, sur l'esprit, psychologique. La question de la présence et la non-présence par la mise en scène, ce qu'on ressent, la présence tout du long, notamment par les miroirs, par les Dutch Angles, et aussi, troisième point important, c'est le fait est que j'appellerais ça la caméra externe, la caméra omnisciente, c'est-à-dire que la caméra va beaucoup filmer au départ, même après, et je dirais plus au départ du film, puisqu'une fois qu'elle a pris confiance en elle, on va être beaucoup plus proche d'elle, je trouve. Mais la caméra de Sidney J. Ferry, au début, je trouve qu'elle est beaucoup plus externe. On est beaucoup plus éloigné du personnage. On a des angles de caméra qui sont quand même, je dirais, une caméra observatrice. Ce qui revient à mon miroir, en somme. Mais là, par la caméra. Qui plus est, la caméra, c'est aussi une mise en abîme quelque part, puisqu'on va mettre ça en abîme aussi plus tard dans le film, de cette notion d'observateur, de voyeur aussi. Mais là, c'est beaucoup plus par rapport à la caméra même du réalisateur, qui va notamment, lors d'une séquence où elle va, je ne sais plus à peu près, mais vous aurez les images, du moins je vais essayer d'en mettre l'angle de caméra quand elle cherche une clé à l'endroit où est la clé. C'est-à-dire qu'on a un genre de caméra surveillance, on va filmer, on n'est pas proche du personnage.
On va prendre une table basse par exemple, un petit peu incliner la caméra pour filmer la main, enfin pour filmer Carla en train de chercher les clés, en train de chercher tout ça, en train de chercher des objets. La filmer plus éloignée, notamment quand elle dit à son fils il y a quelqu'un dans la maison, il y a quelqu'un dans la maison, là on voit pas ce qui se passe après dans la chambre. Parce qu'au début notamment, on ne voit pas cette entité, on ne la voit pas. Et on la révèle au fur et à mesure, comme Les Noms de la Mer en somme, c'est un leitmotiv en fait du cinéma d'horreur où au fur et à mesure du film on va plus révéler de choses. Même si là en somme on n'aura pas de portrait distinct de cet homme invisible, de cette hollow man si on peut dire. Donc la caméra va prendre des angles plutôt d'observation sur le personnage, filmé en externe, par exemple en plan non pas large mais beaucoup plus éloigné que devrait être une caméra qui suit un personnage. Donc des fois, comme je l'ai dit, on va se retrouver sur une table, on va se retrouver sur une commode, on peut dire un petit peu pour voilà, énoncer cette idée. Voilà, on va se retrouver extérieur et on va être, on peut dire, d'une part, et aussi une mise en abîme par rapport au spectateur, cet observateur voyeur tout au long du film. Donc ce qui a plusieurs en fait mises en abîme aussi dans le film, je trouve. Et ce qui revient à mon dernier point sur cette idée de voyeurisme, clairement, c'est l'idée aussi des parapsychologues. Parce que le voyeurisme médical, c'est quelque chose aussi qui est abordé dans le film que j'ai trouvé vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'on a le voyeurisme, on va dire, paranormal, le voyeurisme médical par le psychologue qui devient complètement obnubilé et qui finit par tomber amoureux mais qui sauve la vie de sa patiente, qui sauve la vie de Carla à la fin du film. Mais de cette obsession et de cette idée de voyeurisme qui est exprimée par le médical, par Sidney Giffey, qui peut-être en fait une critique, je pense, qui peut-être en fait une critique au vu de ce que j'ai vu dans le métrage, mais à la fin du film, donc elle a pris confiance en elle, elle veut se débarrasser de ses tourments, et elle décide de mener une petite expérience avec des parapsychologues, donc qui recréent en fait sa maison dans un espèce, on va dire, de simulation. Ils mettent des bouteilles d'hélium qui vont permettre en fait, en refroidissant, de faire une espèce de masse et de piéger entre guillemets le spectre. Sauf que ce que j'ai dit par rapport à la caméra qui observe le personnage, qu'on est en même temps spectateur en fait voyeur, parce qu'on la voit nue, on voit le personnage complètement nu, on voit ses seins, on la voit vraiment souffrir en fait complètement. Et je reviendrai pour conclure sur ce point-là parce que pour moi ça me semble intéressant dans le registre même de l'horreur, le genre horrifique. Au niveau de prendre plaisir entre guillemets à regarder ce genre de choses. Ça c'est un autre débat beaucoup plus intéressant que je pourrais énoncer sur la chaîne. Mais je reviens à mon dernier point, qui est un point que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est l'idée des caméras. L'idée des caméras est qu'à la fin les parapsychologues aient pris en fait, je trouve, la place de ce spectre-là en tant que voyeur. C'est ce que dit le psychologue en somme. Il lui dit « vous n'êtes qu'un cobaye pour eux ». Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort parce qu'ils risquent de la mettre en danger, ils risquent de la faire mourir très clairement avec l'hélium liquide. Qui, comme on le voit, fait tellement refroidir les objets ou les êtres humains que ces derniers finissent par complètement se casser comme du verre. Et donc ils font cette expérience-là et on a les caméras de ces parapsychologues qui observent la cobaye. Caméras de surveillance, très clairement. Les caméras de surveillance, c'est quoi ? On le sait très bien, ça surveille. Mais il y a un côté très voyeuriste, très opportuniste, notamment. Pour faire un petit pic un peu comme je dirais avec les Warren. Mais ça, ce serait peut-être un autre sujet de vidéo qui a déjà été abordé. On reviendra sur ça peut-être plus tard. De l'opportunisme, de le voyeurisme, puisque donc il l'observe tout du long. Et quand il y arrive ce qui devra arriver, que l'entité s'énerve et fait tout déconner, l'hélium arrive dans toutes les pièces, etc. Il veut complètement tuer Carla. Les parapsychologues ne font rien.
restent dans leur cabine. Voilà. Parle notamment au début à Carla en lui disant vous allez aller là, vous vous reposez, vous faites ci, voilà des toilettes, il n'y a pas le gaz, il n'y a rien. En fait c'est une expérience, c'est une poupée, voilà, une poupée qu'on va venir complètement voilà, faire un petit peu penser à une maison de poupée, on va dire, cette reconstruction quand même pas mal, je trouve. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien, il n'y a pas ses enfants, donc elle est toute seule. Donc elle est complètement toute seule et on lui dit, comme j'ai dit, comme une espèce de marionnette, parce que c'est une marionnette en soi, tout du long du film, qui perd, son humanité, enfin, sa vie, qui perd complètement sa vitalité au fur et à mesure du film, jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Et ces derniers, comme je l'ai dit, ne font rien pour la sauver. Heureusement qu'il y avait le psychologue, détestable autant soit-il. Même si je trouve qu'il est attachant dans l'importance qu'il éprouve et les sentiments qu'il éprouve envers Carla, qui se révèle après, une fois que le copain est assisté complètement horrifié au viol. Voilà, cette idée de caméra et de surveillance, de voyeurisme, et puis on s'en doute qu'elle a failli mourir, mais qu'on voit complètement à quoi ressemble, entre guillemets, on va dire le bousin, c'est-à-dire le spectre. Un immense iceberg, immense. Donc on se demande, est-ce que c'était ça. Enfin voilà, on ne sait pas véritablement. Parce qu'on ne montrera pas physiquement en fait les traits. Mais l'iceberg est juste effarant, le côté gigantisme, c'est complètement horrible, vraiment. Vraiment dans le bon sens, la mise en scène encore une fois révèle tout ça. Et pourquoi je dis voyeurisme et opportunisme au niveau des parapsychologues, qui d'une part sont au début sympathiques, mais qu'après on voit très bien qu'en fait ils profitent de la situation, je trouve, à mon humble avis, c'est que la seule chose qui les intéresse, c'est non pas Carla, puisqu'elle a disparu supposément, enfin on ne sait pas ce qui se passe, puisque le psychologue en question ne la retrouve pas quand il se réveille, ce qui est étrange. La seule chose qui les intéresse, c'est de savoir comment en fait ils vont expliquer tout ça. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont plus les caméras ont été détruites lors de ce cauchemar. Et la seule chose qui les intéresse, c'est qu'ils ont un témoin, donc pour pouvoir raconter ce qui s'est passé. Donc on peut révéler ce côté opportuniste, complètement voyeuriste, qui ont été repris humainement. Donc en fait, Carla n'est ni aidée psychologiquement par ce qu'elle aime, c'est-à-dire son copain qui va l'abandonner, par ce qu'elle a connu, par le médical qui va complètement lui dire qu'elle est folle, et par même ceux qui croient à ça, qui vont l'utiliser. Donc on a pitié pour ce personnage complètement, et on a cet engendrement, cette idée-là qu'elle est complètement dépossédée. On lui dit, elle est dépossédée de son opinion, dépossédée de tout, et qu'elle va lutter jusqu'à la fin. Et la fin du film, en fait, pour moi, est une véritable ouverture, puisqu'en fait, elle retourne dans le même vêtement. Est-ce que c'est onirique ? On ne sait pas véritablement, parce que c'est tellement abrupt aussi, et pas en raccord du tout, parce qu'elle se retrouve plus à l'espèce de laboratoire, mais là complètement chez elle, encore avec une vision complètement d'horreur, avec ce spectre qui lui dit bon retour à la maison salope, donc qui est toujours là, c'est même toujours cette notion d'être toujours là, mais qu'elle ouvre enfin la porte, c'est-à-dire qu'elle va lutter contre lui, et qu'elle va vivre sa vie. Et là on a le carton complet qui exprime qui nous exprime cette notion de vérité, d'histoire, et que cette femme, Doris Bitter, qui avait connu ça en fait dans les années 70, qui connaît ces phénomènes et qui ont continué avec moins de fréquence. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce film. Et une autre notion que je devais aborder, c'était la question de plaisir et de voyeurisme. Parce qu'en tant que spectateur, on prend plaisir à voir ce genre de film. Et en plus l'affiche du film l'exprime très bien, entre peur et désir. Ça serait un petit peu, puisque tout film d'horreur, très clairement, que ce soit Freddy, les griffes de la nuit, les films de Wes Craven, Sam Raimi, les films de James Wan plus récemment, les films de Carpenter,
je l'ai dit, n'importe quel film dans le genre horrifique, hein. Cannibal Holocaust en parlait très bien, notamment sur la question du voyeurisme et ce désir-là de voir des choses gore, ce désir-là, par le biais de on va dire, la double mise en abîme autant dans le film qu'extérieur, avec cette notion de spectateur qui regarde des images, hein, un journaliste, qui regarde des images de jeunes qui vont aller ennuyer, pour être gentils, des pauvres aborigènes, des pauvres gens, qui vont détruire leur communauté, leur forêt, etc., qui vont tuer une tortue, qui vont tuer des animaux, enfin bref, cette torture, mais que le journaliste va quand même regarder ça jusqu'au bout. Et nous aussi. Donc on a cette notion-là on a peur, vraiment parce qu'on se dit que ça pourrait se passer, on a plaisir à regarder, entre guillemets, des gens se faire déchiqueter ou ce genre de choses. Donc j'ai trouvé intéressant aussi que le film raconte ça, parce que comme je l'ai dit, en quelques points, le film est important et magistral dans le sens des notions que j'ai énoncées, c'est-à-dire la brutalité qui va être mise en scène habilement, autant psychologiquement que physiquement, la notion de mise en scène, notamment par la mise en abîme du voyeurisme, de l'observation, l'observer l'observateur, par les miroirs, par la caméra que je dirais externe, les Dutch angles, la présence et la non-présence de cet être invisible, pourtant présent, et les caméras, autant la caméra de Ciné J. Ferry, que les caméras de surveillance à la fin du film. Donc ce film, L'Emprise, est un film que je vous recommande, autant pour votre culture cinématographique si vous aimez le genre horrifique, mais autant dans cette notion-là de mise en abîme, notamment du voyeurisme, qui est, comme je l'ai dit, énoncée dès le départ par l'affiche, hein, entre peur et désir. La mise en scène, comme je l'ai dit, est magistrale. On a ce côté complètement loin de l'exorciste, puisque l'exorciste est dans le grand spectacle. Là, on l'est beaucoup moins. Ça, c'est un autre point que j'aurais voulu aborder. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que d'habitude, on a les films de possession depuis l'exorcisme, depuis 1976, donc depuis le film de William Friedkin, sont très, pour moi, grand guignolesques, dans le sens où, au niveau cinématographique, je parle, les spectateurs demandent encore plus de gigantisme, de mise en scène impressionnante, notamment dans le premier Conjuring. Vous prenez le premier Conjuring, donc de 2013, je crois, de James Wan, avec l'exorciste de 1976, donc la fin, quand la maman se fait posséder. Et ce film-là, ça n'a rien à voir. Il y a ce côté impressionnant, mais il n'y a pas ce côté où ça pète de partout. Il y a une scène où tout pète, hein, mais c'est pas aussi... C'est beaucoup plus terre à terre. Voilà, beaucoup plus, on va dire, réaliste. C'est moins, je dirais, divertissant dans le sens, puisque les Conjuring sont beaucoup plus des gros blockbusters maintenant. Il y a des Conjuring 3, je ferai sûrement une critique, je l'ai vu l'année dernière, mais c'est une catastrophe monumentale, dans le sens où voilà, le cas de possession est pris comme un espèce de choses complètement grand guignolesques, on va encore plus dans l'impressionnant, dans l'irréaliste, avec voilà, tout qui pète, un truc qu'on pourrait même dire la Fast and Furious, mais version horrifique, ça n'a rien à voir. Mais vraiment, ce qui m'a beaucoup plu dans ce film, et ce que je pense qui peut plaire à pas mal d'amateurs qui en ont un peu marre de voir tout le temps les mêmes films d'horreur, c'est vraiment le réalisme, l'esprit terre-à-terre, qu'on est vraiment avec le personnage. Et ça manque beaucoup dans le cinéma horrifique d'avoir ce genre de film. Voilà ce que j'aurais pu dire sur L'Emprise. Et j'espère pouvoir faire d'autres petites critiques à chaud comme ça. Et j'espère surtout que la vidéo vous aura plu. Je ne sais pas quand j'aurai le temps d'en refaire, parce que le montage va demander un peu de temps, je pense. Un tout petit peu, mais pas trop. Et j'essaierai de faire d'autres vidéos. Il y a des projets, en somme, qui viennent, notamment des débats sur des séries. Donc je l'annonce, hein, je ne sais pas quand tout sera mis en place, mais on aura une espèce de radio, voilà, cette fois-ci avec des intervenants sur, des intervenants sur 2 séries, donc d'un réalisateur que je trouve beaucoup plus, dans le côté réaliste, beaucoup plus
que j'apprécie beaucoup plus que James Wan, qui pour moi s'est un peu perdu dans le guignolesque avec son Malignan, qui je ferai sûrement une critique, qui pour moi était juste un nanar complet, même pas je pense complètement assumé. J'en ferai sûrement une critique, on verra bien, hein, mais pour moi voilà, comparé par exemple à James Wan, Mike Flanagan, j'en parlerai sûrement, j'ai découvert ses films, notamment ses adaptations de Stephen King, donc Dr. Sleep avec Ewan McGregor, j'en parlerai sûrement, bon il y a eu beaucoup de vidéos, peut-être que je pourrais ramener un petit peu amener ma pierre à l'édifice, hein, des grands lecteurs de Stephen King, et des grands cinéphages ou cinéphiles des films qui ont été adaptés sur Stephen King, j'en ai vu pas mal, j'en ai vu, on va dire, qui est donc Mike Flanagan que j'ai vu, et donc ça sera un débat sur la série que tout le monde a vue, je pense, The Haunting of Hill House, et la suite, entre guillemets, The Haunting of Bly Manor. Je ferai sûrement, voilà, pour dire un petit peu les programmes, des vidéos sur ces films, donc de Dr. Sleep à peut-être Gerald's Game, qui pour moi est des films sympathiques vraiment. Et je voudrais bien aussi faire une vidéo de Sam Raimi, plutôt débat, sur ce réalisateur que j'apprécie énormément, et j'aurais beaucoup de choses à dire sur lui. Donc voilà, la vidéo est enfin terminée, je vous laisse, et à bientôt pour de nouvelles critiques.